Bienvenue à tous. Ce matin, je vais animer le webinaire sur Leadership et Management, comment redonner confiance et faire monter en compétence vos collaborateurs malmenés pendant cette crise. Avec moi, nous avons Jean Succarelli. Bonjour Axel. En charge du développement des talents, accompagné de Patrick Gaillard. Bonjour Axel. En charge de transformation des compétences, tous les deux travaillant chez LHH. Nous allons évoquer plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'il convient de faire vis-à-vis des collaborateurs et des équipes. Nous verrons ensuite les leviers et les ressources qui sont mis à leur disposition. Et nous prendrons un temps pour répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser le chat. Et en répondant à ces questions, Jean et Patrick utiliseront des retours d'expérience récents. Donc, pour commencer, parlons des collaborateurs et des équipes. Comment retrouver du sens et de la confiance pendant cette période particulière pour préparer 2021 dès aujourd'hui? Jean, je me tourne vers vous. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Merci Axel. Alors pourquoi ce thème? Nous traversons une année 2020 exceptionnelle, à plus d'un titre. Chacun le sait, chacun le vit. Nous sommes dans un contexte totalement inédit. Jamais rencontré de mémoire, de managers ou de collaborateurs étant en fonction. Alors en cet automne 2020, avec nos équipes, nous sortons d'une série d'interventions d'appui-conseil en entreprise particulièrement marquantes et nous voulions en partager avec vous aujourd'hui, ce matin, les principaux enseignements. Alors, pour cadrer le sujet et lancer le propos, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Au cours de cette année 2020, on a maintenant assez de recul pour distinguer 3 temps. Alors bien sûr, c'est singulier, ça peut être simplificateur, mais il y a d'abord un premier temps, c'est celui du premier confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout d'abord eu une phase de surprise, de sidération. Mais il y a également eu une mobilisation remarquable, et on ne l'a pas assez dit, des collaborateurs au sein des entreprises. Les personnes se sont engagées à fond, ont véritablement donné. Il y a eu énormément d'agilité et de générosité. Et d'ailleurs, cela en dit long sur la capacité de résilience et d'agilité de nos sociétés, de nos organisations, lorsque chacun se mobilise, lorsque cela fait sens. Finalement, les personnes se sont formidablement mobilisées et adaptées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un deuxième temps de déconfinement complexe, difficile, particulièrement lourd en termes de charge mentale pour nombre d'acteurs, avec des collaborateurs qui, après s'être formidablement investis, n'ont pas, dans bien des cas, trouvé en entreprise la reconnaissance qui aurait dû aller de pair, qui aurait dû faire comme un écho à leur mobilisation pendant le confinement. Finalement, ils se sont trouvés confrontés, pour la plupart d'entre eux, beaucoup d'observateurs le disent, on l'a vécu à leur côté, assez brutalement, ils se sont trouvés confrontés au principe de réalité. Une sorte de facture économique et sociale du premier confinement qui se traduit par quoi? Qui se traduit par des charges de travail extrêmement importantes, un rattrapage à marche forcée d'un certain nombre d'opérations, des entreprises, notamment celles qui n'avaient pas pu anticiper sur un certain nombre de sujets qu'on va développer tout à l'heure, qui n'avaient plus d'autre choix que de lancer des restructurations et des transformations extrêmement importantes. Le corollaire de tout ça, c'est quoi? C'est ce que nous vivons depuis la fin de l'été et cet automne. C'est une vague de restructuration et de plans sociaux sans précédent, un climat extrêmement anxiogène, extrêmement pesant pour tous les acteurs et évidemment avec par conséquence un besoin de redonner confiance aux équipes, redonner confiance à ceux qui restent, accompagner ceux qui managent les équipes qui sont directement impactés par ces phénomènes, ceux qui restent comme ceux qui sont directement impactés. D'autant plus qu'à ce deuxième temps de déconfinement complexe, avec ce que nous venons de décrire, vient s'ajouter à présent, cet automne, une deuxième vague, un deuxième confinement qui n'en finit plus d'alimenter parfois une fatigue des organismes et des personnes, une inquiétude, et donc sous-tend une recherche de sens, une recherche de perspective pour nombre de collaborateurs face à une année tout de même difficile à lire et un premier trimestre 2021 qui n'est pas plus facile à anticiper. Alors, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est nos premiers enseignements par rapport à ce type d'intervention. Un premier constat, et pour lancer le propos, c'est que la crise sanitaire a souvent servi d'accélérateur. Elle a rendu urgente et impérieuse ce que l'on pouvait inscrire dans le temps. En fait, on assiste à un rééquilibrage de business model. Je pense notamment à ce qui se passe dans le retail, avec l'omnicanal. On a une autre façon de penser le travail. On a un autre regard sur nos modalités de travail.
Nous avions, par exemple, sur le télétravail, nous avions des discussions en entreprise qui pouvaient prendre plusieurs semaines pour décider si nous avions le droit de prendre 1 à 2 jours de télétravail par mois. Et en quelques semaines, c'est devenu une réalité du quotidien. On ne se pose plus ce type de questions. Pareil pour certains sujets comme la résilience. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se rend compte qu'on est à un point de bascule qui vient de très loin, qui met en relief des forces qui préexistaient à la crise sanitaire, notamment la disruption numérique, et qui nous amène très loin, qui nous amène à repenser le travail, à repenser même une forme de dialogue social. Vous savez que certains observateurs parlent de nouveaux contrats sociaux qu'il faudrait repenser ensemble, s'asseoir autour d'une table et discuter. Alors par rapport à cela, ce qu'on voulait partager avec vous, en termes d'expérience, ici et maintenant, aux côtés de ceux qui vivent ces situations pendant que nous parlons, c'est d'abord le besoin de sens. Comment s'exprime et comment nous traitons sur le terrain ce besoin de sens, de lecture commune de la situation, de perspective, parce qu'il y va du discernement et il y va de l'action collective et de la qualité d'exécution que les collaborateurs et les entreprises vont pouvoir mener. La deuxième partie, c'est la nécessaire revisite de notre culture managériale. Parce qu'il serait illusoire de penser que nos modalités de travail sont à ce point chahutées, sont à ce point soumis à des transformations très fortes, sans qu'il y ait besoin de repenser ce qui assoit, ce qui pose les fondamentaux d'une culture d'entreprise et d'une culture de gouvernance. Et le troisième point, il est l'essence même de notre sujet. Nous parlons de transformation. La transformation, ça n'est pas un concept. La transformation, c'est un process dont la valeur va se jouer sur l'exécution. Et le point clé de cette exécution, l'ingrédient premier, c'est le capital humain. Et vous donc, Patrick Gaillard, qu'entendez-vous dans ce contexte par capital humain de demain? Peut-on dire qu'il sera composé des hommes et des femmes d'aujourd'hui? Absolument, merci Axel pour cette question. Et avant d'y répondre, j'aimerais mettre l'accent sur deux conséquences clés, deux conséquences majeures liées au plan de restructuration en cours. Tout d'abord, un impact très fort, évidemment, comme tout le monde sans doute, sur le niveau d'engagement des équipes qui restent dans l'organisation. Et certaines études le démontrent, peuvent aller jusqu'à une baisse de productivité, une baisse de leur performance professionnelle jusqu'à 40 à 50%, ce qui évidemment a un impact net sur la performance de l'organisation et la performance collective. Deuxième point, j'aimerais mettre l'accent sur la performance financière de l'organisation et l'image sociale dégradée par le fait que, par ces plans de restructuring parfois répétitifs, qui peuvent être perçus comme répétitifs. Tout d'abord, évidemment, un plan de restructuring, ça coûte très cher. Le départ d'une ressource clé, d'une ressource majeure, d'une expertise qu'il faudra évidemment à un moment donné réembaucher, recruter sur le marché, à un moment où l'activité reprendra et où la compétence en question sera rare et donc chère, a un impact très net sur la performance financière. Et deuxième point, l'image sociale, l'image employeur en tant que telle. Utiliser le plan de restructuration comme une politique RH, comme la seule politique RH, n'est évidemment pas la bonne solution. Parce que l'image employeur que cela reflète sur le marché, parce que les talents de demain vont évidemment s'intéresser à la politique, au parcours qu'on pourrait leur proposer, et risquent d'être rebutés un petit peu par une politique généralisée de ce type-là. Alors du coup, comment répondre? Comment répondre aux enjeux de demain? Comment répondre à l'ambition? Comment préparer l'avenir et le rebond qui évidemment va venir à court terme, tout le monde l'espère, ou en tout cas à moyen terme? Eh bien évidemment, ce sera les hommes et les femmes présents dans l'organisation aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culture d'entreprise, ils sont engagés pour l'entreprise, ils sont attachés à l'entreprise, ils ont les compétences, ils ont le potentiel de développement et de redéploiement peut-être sur des activités plutôt en croissance, si évidemment leurs activités actuelles sont en baisse et en décroissance. Et ils seront à même, pour peu qu'on sache les engager, pour peu qu'on sache les rassurer, les convaincre, leur donner du sens par rapport à la transformation, ils seront à même de préparer demain et d'emmener, d'engager, d'intégrer les futurs candidats, les futurs talents qui seront à même de remplir les objectifs et l'ambition de demain. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont bien donc la base du capital humain de demain. Très bien, donc abordons maintenant les leviers, les ressources accessibles à ces collaborateurs. On doit maîtriser l'information, pratiquer en même temps le distanciel et aussi s'inscrire dans la durée. Donc Jean Succarilli, dites-moi comment ça se traduit concrètement sur le terrain et si vous avez des interventions récentes à partager. Absolument, Axel. Alors sur le terrain, ce que nous constatons, nous savons tous qu'un des rouages clés de l'organisation, ce sont les managers de proximité.
ils se retrouvent aujourd'hui plus que jamais à absorber de la pression, à gérer de l'incertitude. Et dans un deuxième temps, leurs équipes, les collaborateurs, sont dans une attente extrêmement importante, parfois fébrile, parfois urgente, de perspective. Donc ils se retrouvent soumis à la fois à une pression et à un contexte inédit et à devoir générer de la sérénité. En tout cas, à minima, exporter une forme de réassurance. Alors, dans de tels contextes de transformation aussi brutaux, aussi impérieux qu'on vient de les décrire, être à leur côté, capter leurs besoins, leurs questions, les accompagner est fondamental. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de se mettre 5 minutes à leur place. Quelles questions nous posent-ils? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et finalement, ça se situe, et c'est relativement un retour au bon sens, ça se situe sur 4 plans. Quelle confiance nous pouvons donner dans le projet? En quoi le projet, comme le disait Patrick tout à l'heure, dépasse l'urgence des prochaines semaines, dépasse le seul volet social. Comment est-ce que nous réinventons le futur? Comment est-ce que nous sommes sur un projet d'entreprise? Comment nous sommes sur un projet de marque en lequel nous faisons confiance? Donc il y a d'abord la confiance dans le projet, il y a la confiance dans les acteurs qui vont mener le projet, et en particulier, évidemment, l'équipe de direction et l'ensemble de la chaîne managériale. On va avoir un deuxième type de question extrêmement pratico-pratique qui est de dire comment je vais pouvoir tenir mon rôle dans la période? Parce que ce n'est pas facile, parce qu'on va faire face à des collaborateurs qui sont émotionnellement impactés, parce qu'on va avoir des nouvelles qui nous poussent dans un sens et 15 jours après, des nouvelles qui nous poussent dans un autre sens. Donc comment j'ai la garantie, en m'appuyant sur mon expérience et avec l'accompagnement adéquat, de pouvoir tenir mon rôle dans la période? La troisième question, c'est je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je serai accompagné. Et l'entreprise a su organiser un espace-temps où je peux échanger avec mes pairs, où nous pouvons faire le point, avoir des retours d'expérience et avoir la finesse de comportement et de réponse aux questions que notre corps social se pose. Et surtout, nous sommes à même ensemble d'exécuter et de relayer une manœuvre collective qui est le propre du management du changement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et un quatrième point qui est très important et qui véritablement marque une grande partie de nos interventions en ce moment, c'est quelque chose que les managers et les collaborateurs ont du mal à exprimer, mais qui est de plus en plus naturellement au centre de nos interventions, c'est « je sais que je vais pouvoir tenir le coup ». Je sais que je vais pouvoir m'inscrire dans la durée, je sais que je vais pouvoir tenir la distance. Et là, nous avons toute une série d'interventions aux côtés des directions des ressources humaines et des entreprises sur comment, rapidement, à travers des webinars en distanciel, apprendre à nommer ce qui se passe, apprendre ce qui fonde les ressorts de mon endurance et de ma résilience, et à apprendre aussi, et c'est très important, à détecter ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe chez les collaborateurs, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour en parler et pour traiter le sujet. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez par rapport à cela, sur quoi nous travaillons. Un constat de terrain que je voudrais partager avec vous, et j'en terminerai là, c'est fondamentalement, et vous pourriez d'ailleurs faire l'exercice, vous, chez vous, c'est de dire finalement, quand on prend son petit déjeuner le matin, comment nous posons-nous la question des bénéfices que l'on retire dans l'exercice de son mandat professionnel par rapport aux risques auxquels on est exposé, en regard des efforts à fournir. Et dans des périodes de grande transformation, poser cette question, c'est répondre de manière très opérationnellement aux préoccupations des collaborateurs, des managers de proximité. Je vous donne un exemple. Dans un contexte de PSE, et malheureusement nous en avons beaucoup en ce moment, le livre 2 va, et c'est un canevas extrêmement circonscrit, va mettre en relief un vocabulaire très macroéconomique, un rationnel macroéconomique. La question fondamentale que se posent les personnes et les managers de proximité, elle est très simple, c'est « et moi là-dedans ?» Et nous là-dedans. Et moi là-dedans, c'est « est-ce que je vais grandir ?» Est-ce qu'on se dirige vers un projet de marque? Est-ce que c'est encore un avatar d'un court-termisme libéral ou ça correspond à une vraie ambition? Et par rapport à ça, est-ce que quelqu'un entend ma peur ou mon inconfort par rapport aux situations émotionnelles auxquelles je vais être confronté? Comment je suis équipé par rapport à ça? Est-ce qu'on m'accompagnera dans la durée et est-ce que moi-même je vais m'inscrire dans la durée? Et c'est ça, c'est ces 4 points que nos équipes traitent avec les entreprises. Très bien. Donc Patrick, maintenant, refaisons le lien avec le capital humain. Parlez-nous des dimensions clés de l'upskilling, du reskilling et aussi comment relier le court terme au long terme. Bon, merci Axel, effectivement, pour cette question.
Et Jean vient d'évoquer longuement effectivement le sens et la confiance. Comment gagner, comment regagner de la confiance, comment redonner de la confiance aux équipes en développement et donc comment créer ce capital humain confiant, rassuré sur la transformation en cours. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, l'upskilling et le reskilling sont des dimensions clés pour cela. Alors comment ça se passe? Évidemment, nous avons déjà dit que le capital humain de demain se construit avec les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Mais comment va-t-il se construire? Comment allons-nous construire les dispositifs de développement de compétences? Comment allons-nous construire les dispositifs de reconversion professionnelle? Comment allons-nous rassurer les individus? Comment allons-nous démontrer finalement? Comment l'organisation va-t-elle démontrer que la direction a bien pris la mesure de la transformation en cours, de la nécessité d'engager, de rassurer, et donc a mis en place les moyens permettant de répondre à cette ambition-là? À la fois pour développer, rassurer sur le rôle des équipes aujourd'hui, à court terme, et aussi et surtout à moyen terme lors du rebond. Alors, pour réussir ce défi, tout en gérant l'urgence, qu'il faut quand même traiter, qui prend du temps, qui est un consommateur de temps, et préparer la sortie de crise, il faut expliquer la nécessité des actions, donner du sens, comme l'évoquait Jean à l'instant, en mettant en perspective par rapport à la gravité de la crise. Les actions actuelles sont indispensables, sont nécessaires pour la survie de l'entreprise, sont nécessaires pour assurer la pérennité de l'activité, mais aussi par rapport à la vision de l'avenir. L'entreprise a une transformation en place qui était déjà engagée, certainement, qui a été confrontée à la crise, mais qui probablement, potentiellement, doit perdurer ou peut-être réorienter, mais enfin, en tout cas, doit aussi se positionner au-delà de la crise actuelle. Il faut donc expliquer qu'il ne s'agit pas d'un énième plan de restructuration, d'une énième transformation, une énième crise avant la suivante, en fait. Il faut aussi dire que c'est une réponse actuelle, nécessaire à une crise d'ampleur mondiale, et que les réponses apportées, finalement, s'inscrivent dans une vraie stratégie, comme le rappelait Jean à l'instant. Les moyens mis en œuvre pour accompagner l'ensemble des équipes, ces femmes et ces hommes, la base finalement de le capital humain de demain, à faire face à la crise, doivent démontrer cette volonté de la direction. Alors cela passe par quoi? Par une bonne compréhension des enjeux, évidemment, et des évolutions en place, par la compréhension et la traduction, la documentation des nombreux facteurs qui transforment le marché, qui transforment l'activité aujourd'hui et aussi demain. On pense évidemment aux habitudes de consommation, par exemple, qui changent. Le recours massif aux livraisons à domicile en est un excellent exemple. Le sujet Amazon est aujourd'hui dans tous les journaux télévisés. De nouvelles pratiques professionnelles comme le télétravail ou le recours massif aux dispositifs permettant de réduire l'activité en fonction des crises, qu'on peut imaginer pérennes. On peut imaginer que le chômage à temps partiel peut, dans les prochaines crises, être une des solutions qui sera finalement régulièrement mise en place. Et donc, pour expliquer, réengager les équipes en place par rapport à cette crise, certaines étapes majeures sont à conduire. C'est notre conviction, c'est la mienne, et c'est celle que je mets en place chez mes clients aujourd'hui, avec le soutien évidemment de la direction générale et des fonctions RH. Première étape, c'est bien comprendre, documenter les enjeux de la transformation en cours, et en analyser les impacts sur les emplois, sur les compétences et sur l'organisation. Identifier les besoins de compétences de demain et prévoir les besoins de développement par rapport à capacité actuelle. Deuxième point, identifier les passerelles finalement entre les activités qui sont en décroissance, les activités qui sont impactées aujourd'hui par rapport à cette crise et les métiers en demande demain, les métiers futurs et les parcours professionnels, les parcours de formation, les parcours de développement qui s'inscrivent, qui accompagnent ces passerelles. Monter les plans d'upskilling et de reskilling clés sont évidemment un outil majeur pour rassurer, convaincre et engager les populations et les individus sur le capital humain de demain. Troisième étape majeure, adapter et renforcer les pratiques RH si nécessaire. Les pratiques RH sont elles aussi évidemment confrontées à cette crise. Peut-être que pour sécuriser la transformation préparée demain, faut-il renforcer un petit peu les pratiques autour du recrutement, autour de la mobilité, autour de la formation, autour de l'évaluation des compétences et leur pilotage. Et enfin, quatrième étape majeure, très importante, la communication. Engager, rassurer, convaincre passe par de l'information transparente à un certain degré, communiquer et présenter, décrire, rassurer sur le fait que les moyens mis à disposition répondent à l'ambition de développement et à préparer l'avenir. Très bien. Et écoutez, je vous propose de passer aux questions. Jean et Patrick tâcheront d'y répondre en s'appuyant en même temps sur des retours d'expérience qu'ils ont pu avoir ces derniers temps. Donc je regarde, a priori, il n'y a pas trop de questions pour le moment. Il va falloir m'écrire un peu plus gros parce que là...
Alors, à propos du manque de reconnaissance en interne, peut-être que les directions gèrent au plus vite l'immédiat sans de véritables visions à moyen terme. Le capital humain passe en second dans cette période. Alors, je peux commencer la réponse et Jean, tu reprends ensuite. Évidemment que non, le capital humain, c'est un asset, hein, c'est en sens anglicisme du terme, c'est votre actif social aujourd'hui qui va permettre à l'entreprise de répondre à l'ambition de demain. Et donc évidemment qu'on ne peut pas mettre le capital humain au second plan par rapport à la gestion de crise au quotidien aujourd'hui, qui va finir, tout le monde l'espère, à court terme, enfin le plus vite possible, comme on s'en doute. Et comme on le disait à l'instant, évidemment, ce capital humain se construit sur les personnes, les équipes actuelles. Donc accompagner les équipes actuelles, les convaincre, les rassurer, leur donner les moyens de donner l'information nécessaire, leur permettre finalement de s'inscrire dans la transformation en toute connaissance de cause, c'est la clé. C'est une des clés, c'est notre conviction, pour réussir demain. Tout en gérant aujourd'hui, tout en profitant évidemment des dispositifs qui sont proposés pour gérer l'urgence, tout en profitant peut-être des baisses d'activité conjoncturelles pour peut-être proposer à ces personnes de se former, de développer leurs compétences, finalement de développer leurs capacités au niveau du travail à distance, la capacité du management à distance ou l'utilisation des outils de visioconférence que nous sommes d'ailleurs en train d'utiliser par exemple. Donc voilà, tout un tas d'outils proposés par les institutions, tout un tas de moyens que les salariés, ces femmes et ces hommes futurs capital humain peuvent activer pour préparer demain. Alors, oui, Jean. Oui, non, pour compléter le propos de Patrick, le capital humain ne passe pas du tout en second. Au contraire, il passe en premier. Il passe en premier, simplement, il en est du capital humain comme du reste. C'est comment, dans le leadership et le management des organisations d'aujourd'hui, associer le temps court et le temps long. Bien sûr qu'il a fallu gérer d'urgence. Il n'y avait aucune intention dans les entreprises et les clients chez qui nous intervenons de ne pas reconnaître cette formidable mobilisation. Au contraire, on a vu des initiatives et d'une créativité incroyable. Simplement, c'est le temps de la reconnaissance. Il fallait gérer l'urgence du déconfinement, de la même manière qu'il a fallu gérer l'urgence du premier confinement. Ce qui se passe maintenant et qui est fondamental, et ça rejoint le propos du capital humain sur une vraie stratégie, sur une vraie dimension à moyen terme, c'est de prendre le temps maintenant de le dire. De dire voilà pourquoi on n'a pas pu à l'époque et voilà comment on va le faire maintenant. C'est-à-dire on arrive maintenant avec ce deuxième confinement à une période où il est temps de se poser, d'offrir aux équipes, aux managers un temps de recul pour poser les bases de ce dont nous sommes en train de discuter. Très bien. Nous avons une deuxième question. Comment gérer l'incertitude des managers dans ces zones de turbulence sans qu'ils aient de véritable soutien des dirigeants? Alors, je vais peut-être démarrer. Quand on n'a pas du tout le soutien de ses dirigeants, de toutes les façons, tout est difficile. La vie en entreprise est difficile. Sans sponsoring, sans le schéma mental des dirigeants, l'action collective d'une équipe de direction, en temps normal et a fortiori dans une période totalement perturbée de forte transformation comme aujourd'hui, elle est clé. À l'inverse, il serait également faux de penser que tout repose là-dessus. C'est-à-dire que les managers sont des personnes expérimentées, et nous le voyons sur le terrain. Ils ont en eux des heures de vol, des pratiques à vécu. Et ce qui est important, et là où on peut véritablement les aider, c'est les mettre en connexion avec ce vécu, avec ces compétences, et leur permettre de nommer ce qui se passe, de nommer les choses. Il faut intervenir à 3 niveaux, leur donner un temps de recul et de dialogue pour qu'ils puissent avoir une vision entre pairs et une forme de discernement sur ce qui se passe. Parce que lorsque vous avez trop d'urgence, trop de choses qui arrivent dans la même semaine, il est encore plus fondamental en ce moment que les managers gèrent leur temps et leur énergie sur les bons sujets que d'habitude. Et ça suppose un temps de recul, qui n'est pas forcément énorme. Ça peut être 2 heures une après-midi, en distanciel ou par webinar. Dans un deuxième temps, leur permettre d'être en connexion avec leurs leviers et leurs attributs personnels, pour savoir ce qui va les mettre en stress, en inconfort, et ce sur quoi il faut qu'ils prêtent attention. Et le troisième point, c'est leur donner un temps d'avance, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de s'entraîner, parce que ce qui est fondamental, et un des enjeux de la période, c'est que la ligne managériale soit authentique et que les personnes puissent chacun de manière authentique agir comme ils le peuvent dans la période sans renoncer à leur système de valeurs ou à l'existant. Et par rapport à ça, ce qui est important, c'est de leur donner un temps d'avance. C'est-à-dire à quel type de situation, par exemple d'entretien bilatéral, vous pouvez être exposé, comment vous allez le gérer et qu'est-ce qui vous permet de vous appuyer sur
vos fondamentaux, sur vos fondations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille et qui marche. Peut-être un exemple aussi opérationnel que j'ai pu rencontrer récemment dans le cadre de cette crise. Donc parlons ici d'un acteur, un acteur RH, pour le coup, qui propose des compétences sur le marché, qui est évidemment confronté et qui accessoirement réalise aussi des actions de recrutement, donc du staffing et du recrutement. Et qui évidemment est confronté sur un marché qui a été stoppé brutalement, donc plus de recrutement du jour au lendemain, plus de staffing du jour au lendemain, une baisse de 80 à 90% de l'activité là en quelques semaines. Cependant, les ressources, les compétences, les individus dans l'organisation aujourd'hui ont des compétences, notamment en matière de communication, de compréhension des compétences des gens qu'ils rencontrent, notamment dans le recrutement, et de capacité à accompagner des individus en fragilité ou en souffrance. Dans une période où, évidemment, beaucoup d'individus sont en souffrance. Enfin, comme on l'évoquait à l'instant, des gens cherchent à avoir du sens, sont en fragilité par rapport à la compréhension de la brutalité de ce qui arrive. Et donc, du coup, l'idée de cet acteur sur le marché, ça a été finalement de redéployer, et c'est vraiment à la maille managériale, en fait. C'est la capacité que les managers ils ont et la connaissance que les managers ils ont de leurs équipes, sans nécessairement une impulsion majeure de la direction. Donc, on n'a pas un soutien extraordinaire de la direction. Mais c'est vraiment les managers entre eux qui se sont rencontrés, qui se sont mis en commun et qui ont finalement pu proposer aux collaborateurs qui étaient plutôt concentrés sur le recrutement aujourd'hui, de se reconcentrer sur de l'accompagnement individuel et sur l'accompagnement d'individus qui sont confrontés aux restructurations en cours. Parce qu'ils ont certaines compétences fondamentales, certaines compétences transverses qui sont clés pour la réussite de la mission et qui finalement ne nécessitent pas une transition très longue pour réussir sur le poste et réussir sa mission future. Évidemment, ce genre d'approche peut être temporaire ou pérenne. Ce sont des choses qui sont tout à fait envisagées et comprises par à la fois les individus eux-mêmes, mais aussi par les partenaires sociaux en temps de crise. Donc, on revient sur l'accompagnement des managers de proximité et quelles sont les mesures concrètes qui peuvent leur permettre de tenir la distance? Rien ne remplace, finalement c'est le retour au bon sens. Rien ne remplace d'en parler, de s'entraîner. Il n'y a pas de modèle type. En revanche, leur donner un espace-temps où ils vont pouvoir déjà nommer ce qu'ils vivent et ce que leurs collaborateurs vivent. Je vous donne un exemple. Nous avons fait récemment dans une entreprise un certain nombre de webinaires en 3 heures sur résilience et endurance. La première chose que l'on fait avec les personnes, c'est de leur donner le vocabulaire qu'il faut pour nommer ce qu'ils vivent et apprendre à détecter ce que vivent les autres. Parce que ça permet de mettre en connexion avec ce qui se passe. Et ça permet d'avoir un degré de finesse qui autorise, si vous voulez, à véritablement caractériser les choses, les décrire, et ne pas être dans une accumulation de fatigue, une accumulation de charge mentale, qui va finir par amener les personnes à dire « ça va pas bien », alors qu'en réalité, on peut distinguer à l'intérieur de cette souffrance ou de cette fatigue un certain nombre d'éléments qui appartiennent à des causes ou à des considérants de nature différente. Donc déjà, nommer les émotions, en parler. La culture d'entreprise est en train d'évoluer. Le fait même d'organiser ces webinars sur comment améliorer la résilience et l'endurance, c'est déjà un signal que la direction, ce qu'on évoquait tout à l'heure, envoie aux collaborateurs, c'est de dire prenez un temps, parce que nous avons compris avec cette crise, alors en soi ça n'est pas nouveau, simplement maintenant il y a urgence, nous avons compris que parler de ça, le nommer, c'était un vrai capital, c'était quelque chose qui allait vous permettre. À partir du moment où ils peuvent le nommer, l'identifier, on va commencer à travailler sur les mesures pratico-pratiques qui sont à leur portée. Et surtout, on va travailler les autorisations qu'ils se donnent à eux-mêmes de prendre un temps pour eux. Prendre un temps pour soi, pour travailler ce sujet-là, c'est être productif. Et vous voyez bien qu'on a un travail sur les représentations mentales et sur notre rapport au travail qui est en train de considérablement bouger en ce moment. Tout à fait. Donc une autre question, le rôle des managers de proximité est au cœur des tensions et dans un contexte où la vitesse d'exécution aussi est un enjeu clé pour réussir la transformation. Qu'est-ce qui pourrait leur servir de boussole? Alors, on parlait tout à l'heure de 3 niveaux de confiance.
pour simplifier bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très opérationnel lorsque nous travaillons avec les équipes. D'abord, la confiance dans le projet. La confiance dans le projet, on l'a dit, très important, Patrick le répétait tout à l'heure, montrer par tous les canaux possibles que le projet n'est pas un projet court-termiste que l'on subit, mais s'inscrit dans une ambition et une ambition de marque, d'entreprise, à travers laquelle chacun, autant que faire se peut, pourra s'inscrire et va trouver les moyens de s'inscrire, y compris à travers la mobilité et les dispositifs qu'évoquait Patrick tout à l'heure. Donc il y a d'abord la confiance dans la solidité du projet. Il y a bien évidemment la confiance dans les acteurs qui portent le projet. Et ensuite, il y a la confiance en soi, c'est-à-dire la confiance en ma capacité à faire face aux situations de changement, à faire face aux situations émotionnellement parfois pas faciles auxquelles moi, en tant que manager de proximité, je vais faire face. Ce qui sert de boussole, c'est à un moment donné, on ne peut pas anticiper toutes les situations, on ne peut pas anticiper toutes les interactions, on l'a vu, on peut être au travail une semaine, on peut être en confinement la semaine d'après. Donc par rapport à ça, les managers de proximité, encore plus qu'avant, comme les autres collaborateurs, mais c'est vrai qu'ils ont un rôle clé, se trouvent face à des situations, à des dialogues, à des interactions qui les secouent fortement, qui est émotionnellement extrêmement impactant. Et à ce moment-là, avoir une boussole, avoir des réflexes et les travailler avec eux, c'est clé. Et cette boussole, vous allez la reconnaître, Patrick et Axel, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les 4C, c'est-à-dire à un moment donné, quand en tant que manager, je sais que j'ai pris soin d'être clair sur mon vocabulaire. Je sais que je n'ai pas relayé un vocabulaire macroéconomique, mais que j'ai utilisé les mots des personnes qui m'écoutent. Quand je sais que j'ai été clair sur mes intentions. Quand je sais qu'en tant que manager, j'ai pris le temps de poser clairement des règles du jeu. Parce que tout n'est pas balisé. En tant qu'équipe, nous construisons un chemin ensemble, mais qui n'est pas balisé. Personne ne sait ce qui va se passer en 2021. Donc posons ensemble les règles du jeu. Vous voyez, la clarté, on peut travailler avec une équipe de manière très opérationnelle sur ce thème. Le deuxième C, ça va être la cohérence. Et c'est du bon sens. La cohérence entre les règles du jeu que je vous propose en tant que manager de proximité et ce que je dis, la cohérence entre ce qu'on veut faire ensemble et les actions et les chantiers opérationnels que nous avons sélectionnés pour mener cette exécution à bien. Et il y a deux autres termes, je ne voudrais pas être trop long, mais qui sont très importants, qu'on travaille de manière opérationnelle avec les équipes et les managers, c'est le courage et la considération. C'est une époque qui, encore plus qu'avant, met en relief ce qui émane de manière authentique des personnes, et en particulier des managers et des managers de proximité. Donc là, il y a une forme de simplicité à retrouver. Le courage de dire, on revient en arrière. Le courage de dire, là, il va falloir qu'on fasse face ensemble au principe de réalité. Parce qu'il y a des choses qu'on pourra continuer à faire, il y a des choses qu'on ne pourra pas continuer à faire. Dans un dialogue adulte, dans un dialogue mature. Et c'est là où on se rend compte que le parler vrai, la culture de feedback, qu'on travaille depuis des années, les entreprises qui ont pu travailler et anticiper ce type d'évolution de leur culture managériale, elles en recueillent les fruits aujourd'hui. La considération, alors la considération, souvent dit, bon allez, c'est un truc de consultant, parce qu'évidemment qu'on a de la considération pour les personnes. Ce qui est un peu plus technique et un peu plus opérationnel, c'est prendre le temps dans son agenda, alors qu'on est dans une période fortement perturbée, où il y a une surcharge de travail, pour avoir un espace-temps de dialogue avec ses collaborateurs. Parce que cette considération, ce que nous travaillons, ce n'est pas l'intention de considération, c'est la manifestation opérationnelle de cette intention sur le terrain. Donc c'est la considération pour ce que vit l'autre et ce que vivent les collaborateurs. Et en associant, et j'en terminerai là, principe de réalité et bienveillance. Il ne s'agit pas, au nom de cette transformation, d'être dans un idéalisme qui ne serait pas opératoire. C'est allier bienveillance et principe de réalité. Et cet entre-deux-là, c'est ça que nous aidons les managers à trouver ensemble. J'aimerais juste rajouter un point par rapport à ça, effectivement. Moi, ce que j'observe aussi chez mes clients, et notamment sur celles qui réussissent, ou en tout cas qui arrivent à surmonter la crise en question, c'est la culture de l'agilité. J'aimerais aussi mettre un petit focus sur ce sujet-là. Effectivement, le constat qu'on peut faire et la conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui suite à cette crise, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. On peut construire des plans stratégiques à pluriannuels, on peut lancer des actions, on peut investir, lancer des projets, investir des sommes parfois importantes sur des actions de transformation. Mais malheureusement, on a un événement imprévu. Là, il y a quelques mois, c'était le Covid.
Peut-être qu'auparavant, ça a été l'émergence de nouveaux acteurs très agiles, très innovants, qui ont pu finalement maltraiter certains marchés comme l'hôtellerie ou les taxis. Bref, il y a toujours des événements imprévus, incertains, qui peuvent arriver. Et du coup, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est vraiment cette culture finalement de l'agilité, cette culture, cette capacité pour les managers à finalement appréhender l'incertitude, s'inscrire dans une démarche qui a été relativement bien documentée, relativement bien précisée, des engagements qui ont pu être pris, mais aussi être capable à un moment donné de savoir, d'accepter finalement cette fameuse incertitude et d'être à même de réorienter ses actions et ses transformations et son équipe, et d'engager son équipe sur peut-être des axes un peu différents. Que ce soit en termes de nouveaux services, je pense notamment ici aux entreprises du textile dans le Hauts-de-France, qui ont été largement confrontés à cette crise, mais qui ont réussi avec le soutien de la présidence de région, qui ont réussi, et je ne fais pas de sponsoring de présidence de région, c'est juste qu'effectivement, ils ont soutenu ces entreprises textiles qui étaient en crise dans le Hauts-de-France pour fabriquer des masques. C'était effectivement un sujet conjoncturel qui a été très, très porteur, très intéressant, parce que ça a permis de maintenir l'activité pendant un certain temps et ça continue toujours. Voilà, donc la capacité à être agile et à reconvertir rapidement ses ressources et ses chaînes de production, etc. Très bien, donc une autre question. Dans un contexte budgétaire contraint et une vitesse d'exécution exigeante, quel serait le bon dosage entre les outils et les véhicules possibles pour préparer demain avec les ressources d'aujourd'hui ? Alors je vais peut-être prendre quelques éléments de réponse et je te remercie Jean du coup de compléter. Le bon dosage. Alors effectivement, question complexe. Comme le rappelait Jean à l'instant, la clé de toute transformation, c'est les managers. Donc la compréhension de demain, la compréhension de la difficulté actuelle et la compréhension de la transformation en cours, autrement dit l'impact opérationnel de la transformation ou des grandes décisions qui sont prises, ce sont les managers qui sont les mieux à même de la documenter, de la préciser et en faire quelque chose de concret. Donc le bon dosage va nécessairement s'appuyer sur les couches managériales. Ça va être peut-être de les faire intervenir en workshop, hein, d'ailleurs c'est la pratique habituelle qu'on met en place, en atelier de travail, en groupe de travail, de les faire intervenir en commun pour construire, pour appréhender correctement les impacts de la crise aujourd'hui ou des transformations en cours de manière assez rapide et effectivement de la documenter, ce qui permet plusieurs choses tout d'abord. Première chose, ça permet de les engager sur la construction, donc autrement dit, ils sont partie prenante de cette cible et de cet avenir, ce qui est une des clés de succès qui ont été évoquées ici. Et ça permet aussi d'avoir une vraie vision opérationnelle avec une transparence claire sur ce qui va arriver au quotidien dans les chaînes de production et au niveau des individus. Donc le bon dosage, c'est certainement travailler avec les managers et évidemment, dans un contexte Covid où le télétravail est une règle aujourd'hui, s'appuyer sur un certain nombre d'outils de travail collaboratif qui peuvent exister sur le marché et qui ont d'ailleurs émergé et dont beaucoup ont émergé ces dernières semaines. Pour compléter ce que dit Patrick, je crois que ce qui serait intéressant en complément, c'est pas tant le dosage que les erreurs à éviter. Et une des premières erreurs à éviter, c'est de penser qu'on peut aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que cette discussion, cette prise de recul en workshop, elle est nécessaire. On voit certaines entreprises qui aimeraient passer commande d'outils tout prêts ou de solutions toutes prêtes, une formation, un atelier, un assessment ou bien un cours sur le management du changement. Ça ne suffit pas. On ne peut pas passer l'étape de ce que nous appelons, nous, la narration intime. C'est quoi la narration intime? C'est je me lève le matin, je suis manager de proximité. Et par rapport au process qu'évoque Patrick, comment je me raconte l'histoire? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que j'ai peur? Et est-ce que je crois que je vais y arriver? Et par rapport à ça, cette discussion-là, elle peut être faite en 1 heure, elle peut être faite en 2 heures. Bien sûr, il y a des conditions, il y a des méthodologies, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Ça serait une erreur parce que vous allez consommer 3 fois plus d'ateliers, 3 fois plus de formations, et en réalité, il n'y aura pas d'ancrage.
On est dans une époque, alors évidemment, on dit vous prêchez pour votre paroisse, mais oui, mais parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On est dans une époque où on parle de plus en plus de leadership authentique. Les gens sont très matures, très matures. Ce qu'ils veulent, c'est un dialogue adulte-adulte. Très bien. Donc, est-ce à dire que finalement la résilience serait la valeur clé de l'année 2021? Je vous pose la question à vous deux. Alors, pour démarrer, la résilience, est-ce que c'est une valeur? Je ne sais pas si c'est une valeur, mais j'aurais envie de transformer la question en disant la transformation des entreprises est passionnante. Nous assistons et nous avons, et ça n'est pas là non plus pour faire de la pub à qui que ce soit, nous travaillons épaule contre épaule avec des clients qui ont une vraie éthique et une vraie ambition, et qui savent que la crise n'est pas simplement la crise sanitaire, malgré ses aspects dramatiques. J'aurais envie de dire, le motto de l'année 2021, c'est ambition, ensemble et résilience collective et individuelle. C'est les trois ensemble. Et c'est ça qu'on travaille avec les entreprises. Il y a de part et d'autre un renouveau du dialogue social et du contrat social qui parfois n'a pas lieu. Nous pensons que c'est une erreur, mais qui dans beaucoup d'entreprises est sur la table. Très bien. Patrick? Oui, alors résilience me paraît un peu réducteur en fait par rapport à, en tant que dimension pour répondre à la question. Est-ce que c'est une valeur en tant que telle? Je ne crois pas. Par contre, sa capacité à accepter finalement l'inacceptable, ou en tout cas l'incertitude, la capacité à se projeter sur le futur, la capacité à se réorienter, autrement dit, lui, l'agilité peut en être une. Je reprends un peu mon leitmotiv, effectivement, mon credo précédent. Cette capacité à appréhender ce qui nous arrive, qui finalement dépasse largement les capacités humaines, et par contre la capacité à avoir confiance en l'avenir, savoir que l'être humain va trouver les réponses permettant de répondre à cette pandémie. Les vaccins en est une autre, mais évidemment toute l'organisation du travail qu'on est en train d'évoquer en est d'autres. Et donc du coup, à savoir rebondir, c'est ça la valeur. C'est la capacité à rebondir, l'agilité, la capacité à se remettre en question, du coup aussi, par rapport à nos pratiques, par rapport à nos réflexes, par rapport à nos habitudes précédentes qui ont été d'ailleurs observées. Hein. L'expérience qu'on observe depuis quelques mois maintenant, c'est un usage massif du télétravail, un usage massif des outils de collaboratifs, un usage massif finalement du chômage partiel. Bref, un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition qui n'ont pas non plus perturbé énormément les habitudes, n'ont pas non plus perturbé énormément nos habitudes professionnelles. Très bien. Eh bien, voici l'heure de conclure ce webinaire. Jean, Patrick et vous, participants, ça a été un plaisir de partager nos points de vue et également quelques retours d'expérience client. Donc, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez y accéder sur la plateforme Webikeo. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous, merci Axel. Au revoir.